Le roman gabonais décrit une société à la fois réelle et fictive, avec des tares méprisables, des vices où la corruption et le détournement de deniers publics demeurent quasi présentes. Mots et faits de société que l'on retrouve sans aucune difficulté dans la littérature gabonaise. Bonsoir à tous et bienvenue dans Gab Culture, un regard sur la société, thème retenu de ce numéro. Voici pour vous le portrait focus de notre invité. Né le 6 août 1954 à Francéville, Maurice Okumba Kogé est fond de père et Obamba de mère. Il fait ses études primaires et secondaires à Franceville jusqu'en classe de première et décide de se rapprocher de son père Nkogé Mvé Moïse à Oyem, où il va obtenir son baccalauréat série A1. En juin 1974, il s'inscrit à l'Université nationale du Gabon, à l'époque appelée UNJ. Puis il se rend en France, plus précisément à Lyon, et de là il va obtenir sa licence, sa maîtrise ainsi que son doctorat en 3e cycle option lettres modernes. Maurice Okumba Kogé rentre de Lyon en août 1982. Il est recruté à l'université Omar Bongo comme professeur de littérature française, discipline qu'il enseigne jusqu'à ce jour. En avril 1986, il va travailler aux côtés de Jean-Émile Mbott, ministre de la Culture de l'époque, en tant que conseiller technique. Il va fonder avec quelques confrères l'Union des écrivains gabonais UDEG. C'est à la même époque qu'il est nommé secrétaire général de la Commission nationale pour le Centre international des civilisations Bontou Sisiba. En mars 1989, il intègre la présidence de la République comme conseiller chargé des affaires culturelles aux côtés de Pierre Akendengue, chef de département. En début 2003, on lui confie la direction du département des lettres modernes à la faculté des lettres et des sciences humaines à l'université Omar Bongo. Il a également été élu à la tête de l'association UDEG par ses confrères afin de continuer l'œuvre de ses prédécesseurs cette même année. Okumba Kogé a occupé de février 2006 à 2009 le poste de directeur de cabinet adjoint du Premier ministre chef du gouvernement. Plusieurs poèmes et romans publiés à ce jour, notamment Siana, un texte autobiographique qui retrace les parcours de l'homme, Adia, La mouche et la glu, Hollandais, Le chemin de la mémoire, Le signe de la source, Le pacte d'Afia, Hello, la fille du soleil, Le rêve de Nyanzi, Le destin de Doussala, Un jubilé pour Pépé et Dieu en prose où, à ses côtés, il travaille avec parfaite Olam. Maurice Okumba Kogé est un homme de culture, de sagesse et très humble. Il a pour habitude de dire « Si tu te relèves, Dieu te rabaisse, et si tu te rabaisses, Dieu te relève ». Vous l'avez compris, nous sommes en compagnie de Maurice Okumba Kogé. Maurice, bonsoir. Bonsoir Jennifer. Alors, donnez-nous le rôle et la fonction majeure de l'écrivain. Un écrivain écrit des livres de fiction sur ce qui l'entoure, sur son inspiration. Il se sert donc de son inspiration, c'est le matériau principal, l'inspiration. Et il met en place donc son style à lui, qui est différent du style journalistique. C'est ce qui fait la différence entre un écrivain et un journaliste. C'est qu'il se sert de son inspiration et de sa maîtrise de la langue dans laquelle il écrit, française notamment. Êtes-vous d'accord avec ceux qui pensent que l'écriture romanesque n'est qu'un prétexte pour décrire une philosophie de la part des auteurs? Il y a un peu de ça, mais il n'est pas que ça. La philosophie, parce que l'on vit dans un milieu, pour appréhender ce milieu, il faut avoir une certaine philosophie. Et il n'y a pas que ça dans l'écriture d'un roman. Ceux qui le disent n'ont pas lu tous les romans gabonais. Il y a autre chose que l'écrivain exprime dans ses écrits. D'aucuns disent que nos écrivains sont bien plus moralistes que des peintres ou même des chantres du passé. Ce n'est pas vrai. Ceux qui le disent n'ont pas lu tous les romans gabonais.
Nous sommes une centaine d'écrivains à peu près, au moins. Donc chacun de nous développe ce qu'il a sur le cœur, ce qui le marque dans sa vie. Alors, comment expliquer dans ce cas de figure que le village se présente généralement comme un pôle de culture, comme un pôle de civilisation à l'opposition de la ville? La ville ici qui fait face généralement à l'aliénation, la ville ici qui est dépravation, chômage, mais surtout difficulté. Mais il est tout à fait normal que l'écrivain qui a vécu au village puisse s'imprégner de ce passé-là. Et il n'y a que dans le village que l'on retrouve la vraie culture. En ville, il n'y a pas de culture. En ville, il y a des cultures, mais pas la culture gabonaise. Souvent importée. Alors, dans Siana, vous présentez un cas de dissension familiale entre Kies, la grand-mère, Kiesé, la grand-mère du héros, et Umongi, son frère, donc pour une obscure histoire d'héritage, pour un troupeau de moutons, sinon même de cochons. Ces deux branches d'une seule souche vont progressivement se séparer. Voyez-vous, la pauvreté doit pouvoir unir les gens. Mais dans le cas de Siana, Umongi est un égoïste. C'est un mauvais. Et c'est vraiment quelqu'un qui ne connaît pas ce qui se passe réellement dans le cœur des gens. Voyez-vous, ce type est fourbe, dans la mesure où, quand Siana va réussir, c'est lui qui viendra chez Siana demander une aide. Voyez-vous? Sinon, c'est normal, l'homme est égoïste dans son essence. Dans son essence. Et dans ce cas de figure, Umongi est un primitif. Il n'a pas évolué. D'accord. Dans un autre de vos livres, dans Le signe de la sauce, plusieurs thèmes sont perceptibles, notamment celui de l'ésotérisme, de l'inceste, mais surtout de l'homosexualité. Alors ce livre paraît en 2007. Quel a été le regard, sinon même l'impression de votre entourage face à ces thèmes? L'homosexualité au féminin. Au féminin. Au Gabon, le Gabon est un pays bizarre, où il y a tout, vraiment tout. Les gens n'étaient pas étonnés, parce que tout le monde sait que cette pratique existe au Gabon, même si on n'en parle pas. C'est une pratique qui reste taboue à ce jour? Tabou, oui, parce que les gens sont hypocrites. La société gabonaise est très hypocrite. On tait ce que l'on sait. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Et le rôle d'un écrivain, c'est d'exhumer cela, de mettre cela devant les gens, devant les regards, pour que l'on sache de quoi il est question dans ce pays. Alors on constate également que dans plusieurs de vos romans et dans ceux notamment d'autres écrivains gabonais, le héros est toujours dépourvu de la figure paternelle. Il est soit orphelin ou même on va dire que le père lui est quasi démissionnaire. C'est un constat fait sur la littérature gabonaise et vous, votre avis face à cela? Généralement, le père est absent. C'est la mère qui éduque l'enfant. Il peut être absent du territoire, ou bien absent de la vie de l'enfant. En famille, tout est reposé sur la mère. Voilà pourquoi le premier ami de l'enfant, c'est sa mère. Mais vous, en tant qu'écrivain, pouvez donner une autre image au père, essayer de valoriser ce père-là pour que cette identité, parce que le héros, lui aussi, il deviendra adulte plus tard. Mais dans mes romans, je le fais. Malgré l'absence du père, le père c'est qui finalement? C'est la société. Même si le père biologique n'est pas présent, mais le père immatériel est là, dans l'esprit de l'écrivain, qui est un homme ou une femme.
Alors, Siana naît d'une union exogamique, on perçoit l'affrontement de deux ethnies, celle des Fon, mais également des Obamba. Et ce texte est pratiquement autobiographique. On se pose la question de savoir, à votre naissance, est-ce que cette situation se serait produite? Il y aurait eu des affrontements? Siana, c'est moi. Quand je dis à mes étudiants, ils sont étonnés. Siana, c'est moi. C'est même un roman qui est aussi une autobiographie, mais quand une autobiographie devient un roman, quand on a fait un roman, il s'agit d'être une autobiographie. Parce qu'il y a des... Qu'est-ce qui est autobiographique dans le roman? C'est le processus. Mais il y a des choses que j'ai inventées, j'ai ajoutées pour que ça devienne un roman. Il y a des situations très cocasses que je n'ai pas vécues personnellement, mais que j'ai mises dans le roman, dans le texte pour faire un roman. Siana, c'est moi. Tout ce que Siana a vécu, je l'ai vécu. C'est un témoignage. Et donc vous avez mal vécu le fait que vos parents ne soient pas de la même ethnie? Non. Le métissage est un bien culturel. Il n'y a pas de richesse dans un pays que le métissage. Quand deux ethnies différentes se rencontrent, chacune apporte à l'autre ce qui lui manque. Et l'enfant est là pour recevoir cette jonction-là. J'en suis un exemple. Dans ma tête, il y a le sud et le nord qui me servent d'appui. Donc je suis un homme riche. Et la même richesse est culturelle. Alors jusque-là, personne ne vous avait posé cette question, mais peut-être certainement vous allez nous donner la possibilité de le faire. Est-ce que ça vous dérangerait qu'on puisse parler de votre état de santé? Non, pas du tout. Au contraire. Je ne cache pas. Les gens voient. Il faut qu'ils sachent pourquoi ils sont comme ça. Vous êtes pratiquement handicapé et généralement on vous voit avec une canne lorsque ce n'est pas un bois juste à côté. J'ai eu un AVC en 2008. En janvier 2008, c'était un matin, à 5 h du matin. Quand je me suis levé pour aller me soulager, je suis tombé par terre. J'ai crié. Et mon épouse s'est réveillée en sursaut. Je lui ai dit que je suis mort. Et elle s'est mise à pleurer. Et elle a appelé son père, qui est venu, et qui m'a amené à l'hôpital. C'était à Jeanne-Bourré en 2008. À l'époque, il y avait encore des médecins, des bons médecins. Et donc, ils m'ont pris en charge pendant 2 semaines. Et après, j'ai été envoyé par avion médicalisé à l'époque à Paris, à l'hôpital de Neuilly, un hôpital américain de Neuilly, où pendant 6 mois, j'ai été pris en charge, en soins intensifs. Je suis revenu comme je suis revenu, mais malheureusement, je suis revenu entier, physiquement, mais la tête fonctionne encore. Et même très bien. Est-ce que finalement ça vous empêche de donner cours? Ah non, mais je donne cours et je continue à écrire. Je vous dis que la tête n'a pas été endommagée. Du tout, pas du tout. Quel est le regard maintenant, dites-nous, que vous avez face aux écrivains actuels au niveau du Gabon? Lorsque vous regardez les écrits. À l'UDEG, on a on tient une liste, oui, et on a recensé 100 au moins auteurs gabonais. Et parmi les 100, il y a plus de moitié qui sont des étudiants, en fait des écrivains nouveaux. Mais ils ont en moyenne 45 ans. Et c'est vraiment un honneur. À notre époque, on disait que le Gabon n'était pas un pays où on écrivait. Maintenant, je suis content de voir qu'il y a des plumes qui naissent tous les jours. Vous faites bien de parler de l'UDEG, et là la question ce serait, mais depuis 1983, vous, de même que d'autres écrivains, à l'instar de Justine Minsa, avez mis en place l'UDEG et ce siège au niveau de lui. La question reste à savoir pourquoi finalement, au fil des années, l'UDEG n'a pas pris de l'ampleur, n'a pas diversifié ses missions à l'intérieur du pays. À l'époque de Justine Minsa, l'UDEG a voyagé à l'intérieur du pays. Elle a mis en place la caverne littéraire.
Ah oui, c'était la bonne époque. On le voyait partout. On sillonnait le Gabon. Mais le problème, c'est que l'UDEG n'a pas les moyens qu'il faut. Voilà pourquoi nous n'évoluons pas comme nous voudrions le faire. Il manque l'argent. C'est ça le problème. Avec un taux d'alphabétisation super élevé, premier dans l'Afrique centrale, le Gabon se place en hausse, mais pourtant le lectorat est toujours très bas. On n'arrive toujours pas à lire. Selon vous, quand même, si on arrivait à diversifier la lecture, on donnait un peu plus l'opportunité aux jeunes de lire, vous pensez que le Gabon sortirait de ce marasme intellectuel? Il faut aussi avouer que le Gabon a mis l'accent sur malheureusement l'argent. Et c'est maintenant que les jeunes Gabonais se mettent à écrire. Avant, à notre époque, quand on voit des écrivains, les gens s'en méfiaient, s'en détournaient. Même de lecture, nous étions lisent que si ils ont un devoir. Hein, d'abord, nos premiers lecteurs, ce sont nos étudiants et les élèves. Parce que le Gabon a mis l'accent, les Gabonais ont mis l'accent sur le pouvoir financier, sur l'argent. Et ça tue le livre, ça tue la création artistique et littéraire. Voilà. Il y en a même pour les peintres, pour tout ce qui produisent la richesse immatérielle de l'esprit. C'est cela. Alors, Maurice, vous qui avez occupé des hauts postes de responsabilité dans ce pays, vous avez occupé, notamment, vous faisiez partie à l'époque de la direction de la culture, mais vous étiez aussi près du Premier ministre il y a certaines années de cela. On se demande, dans plusieurs de vos textes, on parle de cette écriture assez spéciale, ésotérique, comme quoi, pour être ministre, il faudrait tuer le nouveau-né de sa mère, pour ne citer que cet exemple-là dans l'un de vos textes. On se demande, vous le dites parce que vous l'avez vécu, vu que vos textes sont autobiographiques? Ah non, pas mes textes, ce n'est pas tous les textes autobiographiques. C'est Siana qui est autobiographique. Non, je vis dans un milieu où ça se passe, malheureusement. Et c'est ça aussi le rôle d'un écrivain. Dire ce que tu entends, ce que tu vis, pour témoigner. L'écrivain a aussi un devoir de témoignage. Ce que vous dites, c'est ce qui se passe réellement, mais ce n'est pas toujours le bon exemple. Tuer pour avoir un poste, c'est vrai, mais il n'est pas que cela. Alors si tu tues un innocent, où va le sang de cet enfant-là? Qui en bénéficie? Qui te demande ça? Si tu vas au marché, pour avoir un kilo de viande, tu l'échanges contre de l'argent. Alors, dans Un jubilé pour Pépé, ce livre que j'ai en face, que j'ai juste avec moi, là, c'est l'image même d'un sportif, un rêve de sportif gabonais, qui par la suite, qui ne pourra même pas aller au terme de ces rêves-là, de ces pensées. Qu'est-ce que vous avez essayé de peindre à ce niveau? Le roman que vous avez en main, qui est l'un de mes derniers romans, m'a été inspiré par un aîné, Odunga Pépé, qui fait partie de ceux qui ont mis en place l'UDEG. Alors, c'est un homme qui a brillé sur les stades, réellement. Qui fait partie des premiers représentants gabonais à l'étranger. Il a joué contre Pelé à l'époque, ici, là. Il a fait partie des As. On n'était pas encore né, certainement. Donc cet homme-là, j'ai voulu l'élever. Et cet homme-là a malheureusement reçu un accident
qui l'a paralysé. Il était encore un jeune capitaine de police à l'époque. Mais il est retraité, général de 5 étoiles. Donc c'est cette dimension-là que j'ai voulu mettre en haut. Pépé a marqué nos générations. Pas parce que je suis, comme lui, en partie au Togoué, mais tous ceux qui l'ont vu jouer ont été marqués par cet homme-là, quelle que soit sa province. Et puis c'est un homme qui a du cœur, un bon cœur. Merci Maurice. La suite, c'est avec Culture Events. À tout de suite. On parle d'Awax Music School. Pour cet été, ils ont prévu des apprentissages en chant, mais également en instruments de musique. Vous avez des enfants. L'idéal pour vous, ce serait de vous y rendre pour pouvoir avoir les prix et modalités pour les inscriptions. Nous sommes parvenus au terme de cette émission, mais avant, nous allons demander à Maurice Okumba-Kogé, c'est quand même un constat. Au niveau du Gabon, ils sont nombreux, des écrivains, vous l'avez dit, à écrire. Beaucoup de textes sortent chaque année, mais qu'est-ce qui explique à ce jour que nos jeunes Gabonais ne s'intéressent néanmoins pas à la littérature produite par nos écrivains locaux? Je pense que ce que vous dites, il faut le nuancer. Parce que je suis en contact avec beaucoup de collègues qui enseignent dans les lycées et collèges. Ils mettent en place des sujets où on devrait pousser les enfants à lire. Et ils lisent, justement. Mais comme c'est récent, comme c'est nouveau, on n'en parle pas toujours. Sinon, c'était il y a longtemps. On ne parlerait pas de cela. Les gens lisent maintenant. Même si ce sont des scolaires, ils lisent quand même. Mais ce que nous voudrions, c'est que les adultes aussi se mettent à lire. Que le livre soit un ami du fonctionnaire, un ami du mécanicien, un ami de tous les jours. Cela, c'est une culture qui n'est pas encore au Gabon, oui. Mais l'idée vise à ce qu'elle soit. Nous interpellons les hommes publics pour qu'ils mettent en place des mécanismes, comme justement cette émission-là. Elle est la bienvenue. Bravo. Merci beaucoup Maurice Okumba-Kogé d'avoir accepté notre invitation. On se dit à très bientôt sur Gap Culture pour un autre numéro. Sur ce, bonsoir. On met le lit comme ça, vous avez décassé. Je n'ai même plus vu finalement la courbe du soleil juste derrière moi. Oui. Alors c'est combien la courbe du soleil? C'est 8000. 8000. Tu achètes quoi? Excuse-moi, je peux... Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème pour ça. Bon, nous, on n'a pas d'argent, c'est ça le souci. La libraire... Non, mais c'est pas bien grave. J'ai déjà lu en prose avec... Parfait. Parfait, oui. Je vais le lire. Mais j'ai déjà lu de toutes les façons, je crois, quand même 3-4 de vos... C'est déjà ça, même s'il y en a tellement.